Alors, bonjour et bienvenue à tout le monde, bienvenue à Startup Green Dakar. Comme on le dit plus gaiement ici, d'Alain Abdiam. Nous allons passer 1 heure ensemble avec un invité qui fait beaucoup de bruit actuellement sur la toile. Mais avant tout ça, j'aimerais bien vous présenter l'idée derrière Startup Green. François, j'espère que tu m'entends très bien. Alors, en attendant qu'on arrive, on est en train de faire la présentation de Startup Green, que je m'en vais finir et nous pourrons débuter. Alors, en quelques mots, Startup Grind, c'est une grande communauté aujourd'hui qui réunit énormément d'entrepreneurs, environ 2 millions à peu près, et ils sont implantés plutôt dans près de 125 pays, disons, et à peu près dans 500 villes. Donc, chaque ville à peu près est un chapitre. En Afrique, nous sommes dans près de 106 pays et nous avons été, enfin, l'idée a été initiée par Derek Anderson à Mountain View à San Francisco en 2010. Et depuis lors, ça n'a pas cessé de grandir jusqu'à aujourd'hui, on est à Dakar. Nous allons ouvrir, ou plutôt nous allons relancer le chapitre et espérons que nous allons construire une grande communauté. L'idée derrière Startup Green aujourd'hui, c'est d'inspirer, d'éduquer, de connecter tout un écosystème entrepreneurial. Donc, c'est plus une famille qu'une réunion d'entrepreneurs. Startup Green est fondé autour de trois valeurs principales. C'est vraiment de se faire des amis, de donner en premier lieu avant de recevoir et de pouvoir aider la communauté dans enfin, d'aider tous les membres de sa communauté en premier lieu avant de s'aider soi-même. Pour nos événements, on aurait des événements mensuels. Pour cet événement mensuel-là, on va accueillir François Laurent Diouf, qui est le CEO de Negorap Music Group. Et on va parler d'entrepreneuriat et d'industrie créative. Je sais que ces temps-ci, nous entendons beaucoup parler de Negorap pour un projet qu'ils ont lancé sur la toile. Ben, ça tombe bien, ce sera l'occasion pour lui de nous en dire un peu plus. Mais là, l'objectif vraiment, c'est de pouvoir partager, qu'il puisse partager avec nous vraiment toute son expérience et tous ses hauts et ses bas durant sa journée entrepreneuriale. Donc, nous allons commencer ça sans plus tarder. François, nous y voilà. Bonjour tout le monde. Bonsoir du moins. Alors, je te laisse te présenter à la communauté. Bonsoir tout le monde, c'est François Laurent André Diouf, un nom assez long. Et comme Alain l'a précisé tout à l'heure, je suis le directeur de la société Negorap Music Group qui travaille exclusivement dans tout ce qui est industrie créative. Donc, on va commencer d'abord par la présentation de Negorap. Bon, je ne sais pas si Alain, tu as besoin que moi je me présente. Ah oui, quand même. Hein. Je pense que tout ce beau monde est venu spécialement pour ça aujourd'hui. Bon, écoutez, moi, ma présentation, ça va être assez rapide. Moi, je suis à la base un politicien déchu. J'ai fait une formation en sciences, j'ai un master en sciences politiques et relations internationales et un MBA en administration des affaires. Donc, pendant toutes ces années que je faisais ces études-là, la musique était là dans le cœur. J'étais un artiste dans le groupe qui s'appelle Carapide Music. Carapide Music est un groupe assez connu ici à Dakar qui a fait pas mal de choses, pas mal de concerts, pas mal de shows. On a gagné aussi pas mal de titres de reconnaissance et tout ça. Donc, après avoir travaillé aussi dans le secteur humanitaire, dans les ONG, bon, je suis passé par plusieurs ONG que je ne vais pas peut-être citer. J'ai décidé en 2016 de tout laisser tomber et de suivre la passion avec mon équipe, mon groupe. On a racheté un label de musique qui nous signait et qui s'appelait Negorap Music à l'époque. Il nous signait en tant qu'artiste. Donc, on a pris la décision de racheter le label pour en faire aujourd'hui une société. Maintenant, entre 2016 et 2017, quand on a acheté le label, bon, on l'a trouvé, il fallait revoir
tout ce qui est papier administratif, revoir tout ce qui est fonctionnement du label, tout ce qui est proposition de services. Donc, ça nous a pris un peu 1 an pour essayer de réaliser tout ça, mais on s'y est mis très vite, et c'est en 2018 que Negorab est devenu une SAS, une société à action limitée. Simplifiée du moins, une société à action simplifiée, excusez-moi. Donc, on a choisi ce modèle parce que avant Negorab était une société individuelle. Et donc, on aspirait vraiment à plus. On aspirait à travailler avec de grandes sociétés, avec l'ouverture niveau business, pas seulement faire de l'enregistrement et de voix et mix et master. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi de modifier aujourd'hui le statut de la société. Quand on a modifié le statut de la société, automatiquement, ça nous a permis de s'ouvrir en termes de business, de restructurer la structure en mettant en place des direction artistique, commerciale, une direction marketing et une direction pour la production. Donc voilà, c'est un peu ça, l'historique de Negorab. Après, Negorab est plus connu comme un label de production audio et visuelle. Donc, production audio et visuelle veut dire que nous proposons plusieurs services, à savoir le service premier qui aujourd'hui est l'essence même de Negorab, c'est l'enregistrement d'artistes, la production d'artistes, de musique, mix, master, enregistrement de voix. Donc ça, c'est l'essence même de Negorab. Depuis que Negorab est Negorab, c'est ce que nous avons toujours fait. Après cela, bon, l'innovation a été que on s'est lancé dans tout ce qui est communication, à savoir la publicité. Après la publicité, il y a tout ce qui est film institutionnel, tout ce qui est documentaire. Et puis, dernièrement, en fin 2018, normalement, on a attaqué le secteur de la production de films et de séries. Donc, ce produit aujourd'hui est notre produit phare. Et il est notre produit phare, il est notre produit qui marche le mieux, le produit qui rapporte aujourd'hui plus d'argent aussi. Voilà. Donc, c'est un peu ça, Negorab. On est une dizaine dans la boîte. On travaille aussi avec beaucoup de prestataires. On travaille avec beaucoup de prestataires, à savoir tout ce qui est la production musicale, les instrumentistes, euh, tout ce qui est côté montage, post-prod, tout ce qui est côté administratif aussi. On travaille avec des prestataires. Donc, non seulement on fait travailler des gens au niveau du groupe, mais encore on fait travailler d'autres prestataires qui ne sont pas forcément des employés, quoi. Donc, c'est un peu ça, Negorab. Voilà, je vous permettrai au fil de la discussion qu'on puisse se poser des questions si vous voulez que j'aille plus en profondeur par rapport à certaines choses, à certains services, à la structure et tout ça. Donc, voilà, c'est un peu ça, Alain. Ton micro est éteint. Excuse-moi, autant pour moi. Donc, je disais, merci pour la présentation de Negorab et moi aussi, j'ai appris beaucoup de choses. Ah, j'ai Jean-Michel sur le canal. Il dit, c'est bon à savoir, je sais maintenant à quelle porte frapper pour mes projets de films d'animation. Alors, faites comme Jean-Michel, n'hésitez pas à interagir avec nous à travers le chat. Et si vous avez des questions, posez-les au fur et à mesure. Ce sera un plaisir, je pense, pour François de pouvoir y répondre. Alors, François, tu es passé d'artiste, on va dire, à aujourd'hui manager d'une structure, d'une très grande structure. D'accord? Comment cette transition s'est faite? Je veux dire, tu étais à la base formé pour faire de la politique. D'accord? Tu étais aussi artiste, tu avais la musique dans ton cœur. Et puis,
aujourd'hui, 2, 3 ans après, on se retrouve avec François qui est manager. Comment est-ce que cette transition a pu se faire progressivement et qu'est-ce qui a été le déclic aujourd'hui pour que tu en arrives là à ce que tu fais aujourd'hui? Ah, là, je pense que c'est plutôt toi qui as le micro qui est complètement off. Je disais, la transition s'est faite, je pense, naturellement, plus naturellement qu'autre chose, parce que je suis allé faire un diplôme, MBA en administration des affaires, avec une école anglaise de Londres. Donc, après cela, j'ai un peu appris tout ce qui est gestion de business. Comment gérer un business, partir de rien pour développer un business et en faire un vrai truc. Donc, au-delà de cela, étant artiste aussi, je connaissais déjà le milieu, je connaissais un peu les rouages, comment faire pour les contrats, comment faire, parce que faut dire, nous, on a appris à se débrouiller en étant indépendant. Donc, tout au long du processus, on a appris à démarcher, à faire des démarches, à gérer des produits, à vendre des produits et à développer des produits tout au long de notre carrière. Donc, après, le truc, c'est que dans ma vie, j'ai toujours rêvé de travailler dans l'humanitaire. Moi, mon but ultime, c'était la diplomatie, d'accord? C'était la diplomatie. J'ai fait des mémoires sur ça. J'ai fait, bon, à l'école, quoi. Tout ce qu'on m'a demandé par rapport au projet personnel, les mémoires et tout ça, j'ai travaillé sur ça. Et j'ai été un peu surpris en travaillant dans les ONG parce que je me suis rendu compte que, bon, l'idée avec laquelle je partais dans ces ONG-là n'était pas vraiment là-bas, n'était pas vraiment là-bas. Après, bon, je ne vais pas juger et je ne vais pas dire aussi du mal ils ont leur système, ils travaillent comme ça depuis des années, mais je m'y suis pas retrouvé. Je me suis pas retrouvé, pour dire la vérité. Et quand on s'est toujours battu pour une chose, c'est on nous prenait pour des artistes. Ici au Sénégal, on prend l'artiste pour quelqu'un un nulard, un va-nu-pied, un bandit qui ne vaut rien, d'accord? Donc, pendant toute notre carrière de la terminale au master, on a fait de la musique. Tout en étant à l'école, on s'est toujours dit, on va montrer aux gens que c'est possible déjà d'aller à l'école, d'être un artiste. Après cela, il faut montrer aux gens qu'on est capable de réussir dans la musique, en faire un vrai travail et avoir des ressources aujourd'hui qui peuvent te permettre de vivre, comme quelqu'un qui travaille à la banque ou comme quelqu'un qui travaille dans l'État, d'accord? Avoir un revenu décent qui te permet de vivre et de faire vivre ta famille. Donc, c'était ça aujourd'hui le défi. Et donc, quand l'occasion s'est présentée, avec toute l'équipe, on n'a pas hésité. On n'a pas hésité. On a couru on a sauté sur l'occasion. On a pris comment je vais dire ça, nos épargnes, tout ce qu'on avait pu garder entre-temps. On a tout mis sur le projet pour racheter le label. Pour dire, on a racheté un fonds de commerce actuellement. On a racheté un fonds de commerce, donc c'était assez lourd. L'investissement était assez lourd. Donc, on a vraiment sauté dessus. On n'a pas attendu parce que c'était la meilleure occasion qui s'offrait à nous à ce moment-là. Et donc, vu que moi, les autres, ils ont trouvé que j'étais plus apte à gérer la chose. Eux, ils m'ont tout de suite dit, écoute, il n'y a pas à réfléchir. On achète le truc, toi, tu gères. On sait que toi, tu as les aptitudes, tu as la capacité de faire les choses correctement. Donc, du coup, moi, c'est de là que c'est venu. Hein. C'est venu vraiment naturellement parce que dans le groupe, chacun a sa spécialité. On avait un informaticien, Khalidou, qui est D'ailleurs, aujourd'hui connecté. spécialisé dans la monétique. On avait un comptable qui est devenu aujourd'hui, comment ça s'appelle, qui est devenu aujourd'hui
auditeurs. On avait Maya qui aujourd'hui plus spécialisée dans tout ce qui est marketing et commercial. Voilà, et d'autres, quelqu'un qui est dans la logistique, un autre qui est dans les systèmes intégrés. Donc voilà, on avait vraiment une équipe bon, qui travaillait dans d'autres secteurs, mais quand on a vu ça, ils m'ont dit, écoute, gars, c'est toi, vas-y, tu leads. Nous, on est derrière toi, tu prends les décisions. Nous, on essaie de faire le travail. Comme toute, tu es un leader né et derrière, quand même, il y a toute une équipe qui se bat au jour le jour avec toi pour continuer ce rêve que vous avez. C'est ça. Alors, sans transition, François, j'aimerais qu'on parle du sujet, c'est vraiment ce qui nous amène. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, on a beaucoup parlé d'industrie créative. Et pour te dire vrai, même pour moi, le terme était très vague parce que ce n'est que depuis peu au Sénégal qu'on parle vraiment d'industrie créative. On parle même d'industrie culturelle et créative, si je ne me trompe pas. Alors, François, donne-nous la définition, puisque tu es dans le milieu. Qu'est-ce que c'est que les industries créatives? Comme tu as dit, hein, c'est un terme assez, je ne sais pas, je vais dire nouveau dans le continent ou je vais dire nouveau dans le monde, mais je sais que ça a existé depuis. Mais depuis 2 ans, on fait un focus, sur les industries créatives, à savoir aujourd'hui, les personnes qui font plus le focus, c'est l'État. L'État a décidé aujourd'hui de mettre l'accent sur tout ce qui est agriculture. Et de là, il a eu toutes les coopérations européennes, étrangères qui ont suivi la politique de l'État. Et c'est ce qui a aujourd'hui plus vulgarisé le mot industrie créative parce que ces coopérations-là ont fait aujourd'hui ils ont fait aujourd'hui des séances, des conférences, des émissions et tout ça. Moi, j'ai travaillé avec ces coopérations-là sur plusieurs thématiques concernant les industries créatives. Okay. Maintenant, la définition que je pourrais vous donner, qui est assez simple, bon, il y a une définition, bien sûr, philosophique. La définition du DICO. Ouais. Maintenant, moi, je vais vous donner ma définition à moi. Comment je vois les industries créatives, c'est aujourd'hui tout ce qui tourne autour de la création artistique, la réflexion, que ce soit l'écriture, que ce soit l'art, le dessin, la création musicale, la création cinématographique, tout ce qui aujourd'hui émane de l'esprit, de la réflexion. Tout ce qui émane aujourd'hui et qui peut être orienté dans la culture ou dans l'art. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est un peu ça. Donc, si aujourd'hui, quelqu'un qui fait de la peinture, il est dans l'industrie créative. Quelqu'un qui fait des tableaux, il est dans l'industrie créative. Quelqu'un qui fait des sons, un artiste qui fait de la musique, il est dans l'industrie. Et ainsi de suite, quoi. Donc, c'est une petite explication pour que ce soit un peu plus clair, quoi. Maintenant, si vous voulez une définition académique, il y en a. Effectivement, je prends l'input de Jean-Michel dans le chat. Et en fait, c'est une industrie où il faut le voir comme étant une chaîne de métiers, de compétences, de valeur pour créer un produit qui sera consommé. Et aujourd'hui, on parle d'industrie créative dans l'entrepreneuriat. Et c'est vrai qu'au Sénégal, bon, je ne vais pas globaliser, mais on a beaucoup plus, quand on parle d'entrepreneuriat, on parle beaucoup plus de tech. Là, maintenant, c'est un petit peu diversifié. Il y a l'EdTech, la foodtech, il y a tout ce qui est agro. Mais on parle très peu d'industrie créative. Alors que je pense que c'est ce qu'on avait retenu ensemble, c'est ce qu'on partage, en tout cas, le sentiment qu'on partage. Aujourd'hui, quand même, l'industrie créative, mine de rien, ça peut être aussi un vecteur de développement. Bien sûr, bien sûr. Donc aujourd'hui, quel serait selon toi l'axe à exploiter ou alors les inputs nécessaires qu'il faudrait faire dans le domaine pour que les gens voient le potentiel qu'il y a
à ce que ça devienne effectivement un vecteur de développement pour notre pays. Reviens, s'il te plaît. Donc, je disais, quel serait, toi, selon ton avis, ce qu'il faudrait faire, comment restructurer, comment aider ce secteur-là à ce que ça devienne aujourd'hui, au même niveau que beaucoup d'autres secteurs, un vecteur de développement pour notre pays? Yeah. Le premier défi aujourd'hui, c'est la structuration. La structuration. Okay. Aujourd'hui, au niveau de l'État, les artistes ne sont pas considérés comme des travailleurs. Okay. Ils ne sont pas inclus dans le code du travail. Donc toi, aujourd'hui, tu n'as pas droit d'alloc, ni rien, en fait. Non. Si moi, je... ouais, c'est ça. Bon, les gens sont en train de se battre pour ça. Et je pense que c'est assez avancé, le combat est assez avancé et que les résultats arriveront bientôt. Mais le premier défi, c'est ça, la structuration. Aujourd'hui, on a vu que avec les industries créatives, surtout concernant la musique génère aujourd'hui des milliards et des milliards dans peu importe le pays aujourd'hui. La musique, ici au Sénégal, si vous suivez comment je vais dire ça, les rapports de la SODAV, vous verrez qu'il y a des milliards aujourd'hui qui sont collectés et qui viennent du secteur de la musique. Ça, aujourd'hui, c'est énorme, c'est énorme. Et il n'y a pas cette structuration derrière. Parce que il y a beaucoup de studios, beaucoup d'entrepreneurs qui sont là aujourd'hui, qui travaillent dans ce secteur-là, mais ne savent même pas où s'orienter. Okay. Ils ne savent pas où s'orienter, ils n'ont pas d'informations par rapport au code de l'État, ils n'ont pas d'informations par rapport à quoi que ce soit. Donc, ils y vont comme ça, la tête baissée, ils travaillent, ils se battent, ils font les choses, mais aujourd'hui, ils n'ont pas de l'aide de l'État, ils n'ont pas des structures adaptées pour les accompagner. Et donc, c'est ça. C'est vraiment, il faudrait voir comment professionnaliser le secteur. Ok, super. Ça, c'est le premier défi. Après, je suis sûr qu'il y en a d'autres qui vont venir. Ah ouais. Après, on peut parler de la formation par rapport à la qualité, par rapport au management, par rapport Bon, et ça, c'est en train de se faire. Hein, c'est en train de se faire. Il y a la MCU, la Maison de la Culture Urbaine. Ils sont en train de lancer des écoles de formation. Avec le GOAT Institute, on avait initié ça. On avait fait une première formation pour des jeunes dans le management culturel, le côté technique aussi, c'est-à-dire la gestion d'un studio, la gestion d'un concert, live et tout ça. Donc, il y avait des professeurs sénégalais, dont moi, il y avait aussi des professeurs européens, allemands qui venaient souvent faire des cours. Donc, la première cohorte est passée. On a remis le diplôme, excusez-moi, hein, il y a du bruit dehors. Et la première cohorte est passée, donc normalement, ils sont en train de travailler pour la deuxième, mais le centre culturel, le MCU, eux, ils vont lancer cette année des classes, carrément. Des classes, c'est-à-dire ce sera quelque chose de continu pour assurer la formation de ces jeunes-là. Super. Alors, sur un autre registre, j'ai une question du chat de Omar Diallo qui demande quelles ont été les difficultés, quelles ont été tes premières difficultés dans la prospection des clients. Et oui, est-ce que tu as une anecdote à raconter sur ton tout premier client? J'en ai plein. Après, moi, il faut dire, quand on venait de commencer, j'étais directeur, j'étais commercial, j'étais C'était le patron et l'employé. Ouais, le patron et l'employé. Donc, moi, j'avais déjà dressé une liste des gens avec qui je voulais travailler.
Au début, j'ai vu gros. J'ai vu gros, je me suis dit, écoute, moi, je vais travailler avec tel, je vais travailler avec tel, je vais travailler avec tel. J'ai fait mes prospectus, j'ai fait mes lettres, j'ai fait tout ce qu'il fallait, quoi, au niveau marketing. J'ai commencé à envoyer des mails. J'ai envoyé des mails, plein, aucun retour. Je relance, aucun retour. Je prends mon téléphone, j'appelle, d'accord? Quand je l'appelle, allô, oui, je suis François de Negorap. Negorap, c'est quoi? On fait dans la communication, on fait dans ceci, dans cela. Ah, ok, d'accord, merci. On vous rappellera. Ou bien, ah, d'accord, c'est très intéressant, mais nous travaillons déjà avec tel. OK? Donc, j'ai dû pousser pendant un an, pousser, vraiment pousser pendant un an pour pouvoir enfin décrocher mon premier client. Comment j'ai décroché mon premier client? C'était assez funny parce que ce client-là, j'ai essayé de l'approcher à plusieurs reprises, il n'y avait rien. Un jour, je me suis levé, j'ai vu quelqu'un qui travaillait là-bas, que je connaissais du temps. Elle me connaissait en tant qu'artiste. Donc, c'était une fan, disons. Je l'ai approché, je lui ai dit, écoute, toi, tu travailles dans telle boîte. Elle m'a dit oui. Je dis, mais moi, je vous contacte depuis très longtemps, j'arrive pas à vous joindre. Est-ce qu'il y aurait des possibilités que tu m'arranges un rendez-vous avec le boss? Elle me dit, non, ce sera compliqué. Je lui ai dit, s'il te plaît, juste un rendez-vous. Moi, j'ai juste besoin de voir le boss. Juste besoin que nos quatre yeux se rencontrent. Moi, c'est tout ce que je te demande. Je ne te demande pas de lui dire, ouais, c'est mon ami, je ne te demande pas de lui dire quoi que ce soit. Fais en sorte que je le vois. Elle me dit, ok, je vais. Ok. Elle a parlé au boss. Bon, le boss lui a dit, il n'y a pas de souci. Le gars était assez ouvert finalement. Il a dit, il nous donne un rendez-vous. Moi, pour le rendez-vous, j'ai dit, ok, ce gars, il faut qu'il m'impressionne. Donc, je me lève, je pars, j'appelle un de mes beatmakers avec qui on a commencé. On a galéré genre ensemble, quoi. Donc, je lui dis, gars, écoute, on a un rendez-vous. Cette fois-ci, il faut que tu te lèves, tu viennes avec moi. Et on amène tout notre matériel qui est déplaçable. Déplacer le matériel. On a déplacé le matériel, on est allé sur place. Bon, les gens ont vu avec du matériel, ils ont dû se demander qu'est-ce qu'ils font ces gens-là. On est arrivé, ils nous ont regardé avec un air, ouais, mais vous êtes des petits, vous êtes trop jeunes, vous êtes ceci, vous êtes cela. On a commencé à discuter. Un gars nous a dit, qu'est-ce que vous faites? On lui a expliqué ce qu'on fait. Bon, il n'était toujours pas convaincu. Après, il nous a dit, OK, je suis en train de travailler sur un projet. Je vous montre le projet parce que je lui ai dit, nous, on fait de la composition live. On fait de la composition live, c'est pas comme ce que les autres font, ils font de la composition presque électronique. Donc, on fait de la composition live et ça, c'est avec des musiciens. Donc, bon, ça, il était un peu sceptique, quoi, parce qu'il a eu l'habitude de travailler avec des gens qui font de la composition électronique. Donc, il était un peu sceptique. Il m'a dit, mais ça, j'ai pas encore vu ça au Sénégal. J'ai dit, OK, laissez-nous l'opportunité de vous montrer ce qu'on fait. Il nous a sorti un produit sur lequel il était en train de travailler. Nous, il nous a fallu regarder une seule fois. On lui a proposé quelque chose qui était adapté, parfaitement adapté à son produit. Il a pris le produit sur le champ. Il l'a pris sur le champ et il nous a dit, écoutez, je prends maintenant et sachez qu'on va travailler à partir de maintenant. C'est comme ça que ça s'est passé. Voilà, c'est quand même assez poignant comme anecdote. Mais ça montre à quel point, quand même, dans l'entrepreneuriat, il n'y a qu'une seule règle d'or. Il faut bûcher dur et continuer d'y croire. Parce que c'est compliqué. Quand tu me dis que tu as pris quand même un an pour rencontrer ton premier client, il n'y en a pas beaucoup qui ont cette patience-là et cette résilience d'attendre quand même un an pour pouvoir voilà, rencontrer potentiellement le premier client. On a fait des mois où on n'a pas eu de salaire, hein? Beaucoup de mois sans salaire. J'imagine bien la galère. Des petits 50 000, des petits 25 000, tout ça. Donc ça allait quoi. Alors, pour ceux qui sont encore au niveau du chat, si vous avez d'autres questions à poser, si vous en voulez beaucoup plus, n'hésitez surtout pas à demander.
Là, il est sur le coup de l'émoi, donc on va encore en profiter un peu pour le faire pleurer si possible. Donc là, ma prochaine question, François, c'est aujourd'hui, tu as fait 1 an, tu as galéré, tu as réussi à avoir ton premier client, et bon, les choses, une bonne chose ne vient pas toute seule. Le premier client, sûrement, en a rapporté un deuxième, et ainsi de suite. Ouais. Aujourd'hui, moi, Sans à ce communication. Et niveau où tu es, sans communication. super, super, sans C'était du bouche communication, à ça marche. oreille. C'était du bouche à oreille. On m'appelle, on me dit tellement mis en relation, il m'a parlé beaucoup de bien de vous. Donc, je veux travailler avec vous. Super. Donc, c'est du beau à ça veut dire que c'est ton travail qui t'a propulsé C'est ça. là où tu es actuellement. C'est ça. Extraordinaire. J'ai un commentaire sur le chat. Pauline Sarr qui dit, écoute, composition live, recrutez-moi, je chante. Il n'y a pas de Je problème. pense qu'à la fin de la session, on va laisser les contacts de Ouais, Flash on va laisser le pour, contact. Il n'y a pas de souci. pour ceux qui veulent aller chanter, il n'y a pas de problème. Dans la même idée, ce que moi je voudrais savoir aujourd'hui, c'est qu'après tout ça, qu'est-ce que tu considères comme étant ta plus grande réussite? Des échecs, il y en a eu énormément, mais aujourd'hui, quelle serait, bon, on va en parler d'ailleurs, quelle serait aujourd'hui ta plus grande réussite? Et à contrario, qu'est-ce qui est aujourd'hui ton plus grand échec? Qu'est-ce que tu trouves comme étant représentatif de ton plus grand échec? Ma plus grande réussite aujourd'hui, c'est que j'ai pu prendre quelque chose d'un point zéro, l'amener à un point B. Bon, je ne suis pas encore à Ok. Z, je suis pas encore à Z, mais je dirais que je suis à ça, la chose bouge. Je suis à B ou je suis à C. Aujourd'hui, je deviens, le Negrop devient incontournable aujourd'hui dans le secteur, dans la photo du secteur de l'industrie aujourd'hui culturelle au Sénégal. On est devenu incontournable. On a commencé à s'exporter aussi. On a des partenaires européens, on a des partenaires africains, panafricains avec qui on travaille depuis 1 an, ou ouais, depuis plus d'1 an maintenant. Donc ça, c'est aujourd'hui ma plus grande réussite, si je peux le dire comme ça. Et je Ok. continue de travailler parce que l'objectif, c'est pas seulement l'Afrique ni l'Europe. L'objectif aujourd'hui, c'est de travailler avec de grosses boîtes de production européenne ou américaine. Aujourd'hui, c'est ça l'objectif, ramener le nom du Sénégal, montrer aux jeunes que c'est possible, c'est faisable. Et aujourd'hui, j'ai eu cette chance récemment, j'ai eu cette chance récemment, même si c'est pas dans le milieu qui marche le plus pour moi. Aujourd'hui, j'ai produit des artistes qui sont en train de faire le tour du monde. J'ai produit des artistes il y a 2 semaines qui sont en train de faire le tour du monde. Et depuis, ça ne s'arrête pas. On nous appelle de partout, des propositions viennent de partout. Et vraiment, Dieu merci, Dieu nous montre la voie. Et on continue, on garde la tête froide et on continue de travailler pour atteindre d'autres sphères. Je suis tout à fait d'accord avec toi et nous t'encourageons franchement dans ton élan, dans tout ce que tu fais. Et on voit effectivement les fruits, les retombées depuis 2 semaines, comme tu l'as dit, plus personne n'a d'autres yeux que pour tes artistes, avec un son qui a vraiment fait le tour de la planète. Et d'ailleurs, depuis lors, tu es très difficile à joindre. Mais c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Et j'espère que ça va continuer au fur et à mesure que d'autres personnes vont rejoindre votre groupe. C'est ça, surtout. Donc, pour avancer, ce que je voudrais savoir, on va prendre une question du chat. Il y a Jean-Michel qui demande qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un ou bien qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui voudrait devenir homme d'affaires dans le culturel? Sois fort, sois patient et sois connecté. Sois fort, sois patient, sois connecté. Yeah. Donc, on retient. Jean-Michel, tu as la réponse. Si tu veux devenir un homme culturel, tu as un très bon conseil d'un entrepreneur qui a fait ses preuves. Passionné surtout. Parce que c'est la passion qui va te permettre d'avoir tout ça.
Et comme le dirait quelqu'un, quand on est passionné, on ne se rend pas compte qu'on travaille. Tous les jours devient quelque chose d'extraordinaire parce que la passion dépasse le travail. Yeah. François, aujourd'hui, tu étais artiste, je suppose que tu es toujours artiste, quelque part malade. Tu es manager. À part l'univers des industries créatives, est-ce qu'il y a d'autres causes qui te tiennent à cœur, d'autres causes dans lesquelles tu es profondément ancré et pour autant que les gens ne sont pas au courant, ne sont pas au courant? Bon, je travaille avec des associations caritatives aussi. Je travaille avec, bon, dernièrement, je n'ai pas eu vraiment beaucoup de temps pour m'y associer, mais je suis membre d'une association caritative et on travaille beaucoup sur la cause des talibés. On travaille beaucoup sur la cause des personnes qui n'ont pas d'abri, qui sont démunies, tout ça. On fait des collectes, Okay. on fait des distributions de denrées. Des fois, pendant les fêtes, quand les fêtes arrivent, l'ouverture des classes. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on fait à part, quoi. Et comme je dis, dernièrement, je n'ai pas vraiment eu le temps de m'y associer, mais l'association continue à faire le travail. L'association continue à faire le travail. On était les pionniers Super. de l'organisation de cette association-là. J'ai aussi œuvré dans l'environnement, bon, étant plus jeune, quoi, pour Ouais. la bataille environnementale. Mais à part ça, J'acquiesce. Super, super. J'ai une question si tu viens du chat qui est très intéressante d'ailleurs. J'ai Bernard qui demande aujourd'hui par rapport à l'industrie, on va dire, culturelle, plus précisément musicale au Sénégal, quel est selon toi le retard qu'on a accumulé par rapport à d'autres industries de la sous-région, comme par exemple celle nigériane où c'est vraiment un gros boom à fond, ou d'autres pays de la sous-région qui vraiment donnent, on va dire, un peu plus de visibilité à cette industrie-là. je n'ai pas entendu le début, en fait. Ah, excuse-moi. Donc, je disais, quel est ton point de vue selon le retard qu'on aurait accumulé au niveau local par rapport aux autres industries de la sous-région, comme par exemple l'industrie nigérienne, qui vraiment donne beaucoup plus de visibilité à ce secteur-là? Bon, je ne dirais pas vraiment que c'est un retard. Hein. Je ne dirais pas que c'est un retard. C'est juste un manque de moyens. C'est juste un manque de moyens. Aujourd'hui, les Nigériens, les Ghanéens, les Sud-Africains, ils ont aujourd'hui de grands majors qui viennent des États-Unis, qui viennent de la France, qui viennent du monde européen, qui injectent beaucoup d'argent dans l'industrie et qui injectent à coups de milliards. Bon, le Sénégal n'a pas encore eu, je dirais pas une chance, mais on n'est pas encore aussi attractif que ces autres pays. Et aussi, il y a, comme je disais tout de suite, la structuration du marché, de l'industrie, qui fait qu'aujourd'hui, une personne qui veut venir investir ne sait pas déjà par où passer. Et des fois, si elle arrive avec son investissement, il ne voit pas aujourd'hui un retour quoi, sur investissement direct. C'est-à-dire, des gens viennent, hein, mais ils retournent quand même. Ils retournent quand même. Bon, peut-être le climat financier n'est pas assez favorable pour eux, ou bien, je ne sais pas, hein, je dis que c'est des hypothèses, L'État n'est pas assez ouvert pour les accueillir, parce qu'on a vu des majors qui étaient censés être ici à Dakar, qui ont finalement viré, qui sont allés en Côte d'Ivoire ou sont allés dans d'autres pays. Donc, la question se pose, quoi. Quelle est la cause? C'est l'État, c'est le climat financier, je ne saurais te dire, mais la question se pose. Donc, on a vraiment un retard. Aujourd'hui, on est au top en termes de technologie, en termes de production, en termes de contenu. On est aussi
on est aussi bon que c'est juste que leur marché est beaucoup plus structuré, leur marché est beaucoup plus rentable. C'est juste ça. Ok. Est-ce que ce ne serait pas aussi le fait que peut-être le marché consomme beaucoup plus local que notre marché à nous? Voilà, tu vois, Ibrahim vient de nous ajouter qu'il y a le problème fiscal. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Donc, le secteur culturel est énormément fiscalisé, si je comprends bien. Pas fiscalisé. Pas fiscalisé. On est super informel. D'accord. Donc, j'espère que ça va s'améliorer avec le temps. Mais est-ce qu'il y a eu des initiatives, on va dire, de structuration avec d'autres pairs qui sont dans le même secteur que toi? Est-ce que vous avez réussi, peut-être, est-ce que vous avez cette idée de pouvoir trouver un consensus pour vous structurer vous-même en attendant vraiment que l'État aussi mette sa part? Oui. Il y a des gens, ils sont en train de travailler dessus. Hein. Les gens font des rencontres. Les acteurs culturels, bien sûr, font des rencontres avec les différents partenaires qui travaillent aujourd'hui dans le secteur de la culture, l'État, les ONG, les centres culturels, les différents centres culturels. Les gens se rencontrent, les gens font des discussions, font des séminaires pour aujourd'hui essayer de remédier à ça parce qu'ils ont vu qu'il était important aujourd'hui que ça se fasse. Mais jusque-là, pas grand-chose n'a été concrétisé quand même. Pas grand-chose. Ok. Alors, nous allons entrer dans nos derniers quarts d'heure. Et là, il est d'usage de laisser un peu plus la parole aux participants de la session. Donc, s'il y a des gens qui sont disposés à poser des questions, ça peut être par chat. Vous pouvez aussi activer votre micro, votre webcam, c'est comme vous voulez. Est-ce que Claudina est là? Est-ce que Claudina Zara Vimon, est-ce qu'elle est là? Si elle est là, elle m'avait interpellé oui, avant. elle est connectée, elle a la parole, elle peut activer son micro, sa webcam et partager avec eux. Elle a travaillé avec nous. Et là, elle est en France pour faire des études dans le secteur pour essayer de s'améliorer. Et là, elle est en train de travailler sur son mémoire qui porte sur ce thème. Super. Ah, donc, je vois qu'elle est là. Donc, si elle peut prendre la parole, nous partager son expérience déjà dans ses études actuellement et ses recherches. D'accord, on va lui laisser l'occasion. Juste une minute. Donc, quelqu'un dit que, bon, ici, il n'y a que les hosts qui peuvent ouvrir le micro et webcam. Alain, tu peux nous donner des bon, nous avons Zara qui arrive. Ouais. Bonjour. Bonjour. Bonjour Zara. Je vous entends pas. Je vous entends pas du tout. Nous t'entendons assez bien. Nous, on t'entend, hein? Je vous entends pas du tout. On t'entend. Essaye de voir si c'est pas tes écouteurs ou autre chose. Attends, on va réessayer de la réintégrer. Je pense qu'elle est reconnectée. En attendant, s'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir, toujours par chat ou bien qui veulent activer leur micro et participer à la conversation, vous pouvez faire ci et on va vous ajouter automatiquement. Ouais. Ah, tiens, il y a Zara qui revient. On va le laisser prendre. Me revoilà, désolée. Allô, Zara? Oui, je vous entends cette fois, désolée. Ça passe là? Oui, ça passe. Ah, super. Voilà, vous allez bien? Désolée pour mes problèmes de connexion. Je suis désolée. Il n'y a pas de souci. Voilà. Mais oui, pour... Alors, excusez-moi. Vas-y, il n'y a pas de problème. Oui, c'était juste pour rebondir à ce que François disait tout à l'heure par rapport à la fiscalité, c'est que, bon, malheureusement, comme il a dit tout à l'heure, c'est un secteur qui est extrêmement informel.
raison pour laquelle, lorsqu'il y a eu justement, bon, pas forcément des problèmes liés au virus, mais lorsqu'il y a eu des problèmes par rapport au secteur de l'industrie, des industries créatives en général, par exemple, l'État n'a pas forcément octroyé d'aide pour justement aider les artistes, genre dans leur lancée ou lorsqu'ils lorsqu'ils débutent une carrière, par exemple. C'est extrêmement compliqué pour des nouveaux talents, justement, de se lancer. Et là, je vois la différence en France, c'est-à-dire que en France, même si ce sont des artistes qui sont pas forcément connus, ont quand même des aides octroyées par l'État et sont enregistrés justement dans le registre des artistes en France. Et malheureusement, c'est ce dont manque le Sénégal, quoi. Donc, c'était juste pour rebondir sur ça. Merci Zara pour ton petit input. Oui. Merci d'être là parmi nous. François, je pense qu'il veut réagir, mais il a oublié qu'il a muté son micro. Sec qui nous fait aussi des retours en écrit sur le chat. Ok, parfait. Donc, l'État ne fait pas réellement le nécessaire pour que le secteur culturel se formalise. La SODA va apporter une aide aux artistes pendant la COVID, l'aide qui ne venait pas de l'État. Alors, il y a eu une aide qui est venue d'une structure de l'État, mais pas proprement parler de l'État. Bon, je ne sais pas si on peut faire la dichotomie entre une structure de l'État ou pas. Bon, eux, ils se disent une structure séparée de l'État. Hein. Oui, c'est ça. Ce n'est pas forcément l'État. Ils se disent maintenant qu'on ne sait pas c'est quoi les fondements de la structure, mais ils se disent une structure séparée de l'État. C'est ça. Par contre, moi, j'ai fait un constat, c'est qu'on parle de la crise. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'industries qui sont là, qui sont en train de faire faillite, d'autres qui sont en train de tomber, le taux de chômage est en train d'augmenter. Mais parallèlement à ça, on a l'industrie quand même culturelle et créative qui est en train de faire un boom. On a plusieurs exemples. Bon, l'exemple le plus patent, c'est celui de Netflix. C'est vrai que Netflix est dans un autre cadre, il joue à un autre niveau. Mais aujourd'hui, on a le Covid et derrière, un petit pic à François, on a derrière quand même Weridi qui est en train de faire le tour du monde. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le temps pour les industries créatives de se poser et d'avoir leur place méritée sur la scène? C'est exactement ça. C'est ça. En fait, je pense que le problème qu'on a en ce moment au Sénégal, c'est que malheureusement, les métiers de l'industrie créative ne sont pas forcément considérés comme des métiers, si je peux le dire comme ça. En France, même si ce sont des artistes qui sont pas forcément connus, ont quand même des aides octroyées par l'État et sont enregistrés justement dans le registre des artistes en France. Et malheureusement, c'est ce dont manque le Sénégal, quoi. Donc, c'était juste pour rebondir sur ça. Merci Zara pour ton petit input. Oui. Merci d'être là parmi nous. François, je pense qu'il veut réagir, mais il a oublié qu'il a muté son micro. Sec qui nous fait aussi des retours en écrit sur le chat. Ok, parfait. Donc, l'État ne fait pas réellement le nécessaire pour que le secteur culturel se formalise. La SODA va apporter une aide aux artistes pendant la COVID, l'aide qui ne venait pas de l'État. Alors, il y a eu une aide qui est venue d'une structure de l'État, mais pas proprement parler de l'État. Bon, je ne sais pas si on peut faire la dichotomie entre une structure de l'État ou pas. Bon, eux, ils se disent une structure séparée de l'État. Hein. Oui, c'est ça. Ce n'est pas forcément l'État. Ils se disent maintenant qu'on ne sait pas c'est quoi les fondements de la structure, mais ils se disent une structure séparée de l'État. C'est ça. Par contre, moi, j'ai fait un constat, c'est qu'on parle de la crise. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'industries qui sont là, qui sont en train de faire faillite, d'autres qui sont en train de tomber, le taux de chômage est en train d'augmenter. Mais parallèlement à ça, on a l'industrie quand même culturelle et créative qui est en train de faire un boom. On a plusieurs exemples. Bon, l'exemple le plus patent, c'est celui de Netflix. C'est vrai que Netflix est dans un autre cadre, il joue à un autre niveau. Mais aujourd'hui, on a le Covid et derrière, un petit pic à François, on a derrière quand même Weridi qui est en train de faire le tour
du monde. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le temps pour les industries créatives de se poser et d'avoir leur place méritée sur la scène? C'est exactement ça. C'est ça. En fait, je pense que le problème qu'on a en ce moment au Sénégal, c'est que malheureusement, les métiers de l'industrie créative ne sont pas forcément considérés comme des métiers, si je peux le dire comme ça. Et je donne un exemple tout bête. Par exemple, ici, les travailleurs de l'industrie créative, c'est-à-dire que ce soit des ingénieurs du son, ou voilà, je donne des exemples tout bêtes, mais n'importe quel, enfin, un vidéaste ou n'importe quoi, à la fin du mois, dans tous les cas, toucherait son SMIC. Alors qu'au Sénégal, déjà, le SMIC ne pourrait pas forcément répondre à tous les besoins d'une famille au Sénégal. Et c'est là où se trouve le problème. Donc, des industries comme, des industries, comme dans la musique, par exemple, sont quand même assez, je dirais pas marginalisées, mais cela pose quand même un problème dans le pays, parce on sait tous très bien qu'il y a énormément de personnes qui ont du talent, que ce ne soit pas forcément des artistes qui ont du talent, mais justement qui justement aident ces personnes qui sont sous la lumière. Donc, ce sont ces personnes qui créent la lumière. Donc, c'est le problème qu'on rencontre aujourd'hui, malheureusement, dans le pays. Super. Alors, une petite rectification de Ibrahima. Il me dit que la SODAV est une société privée civile à but non lucratif. C'est ça. Donc, effectivement, c'est une structure à part qui aide beaucoup les artistes dans toutes leurs péripéties. C'est ça. Merci Zara. On va prendre Oumar qui a levé la main. Merci pour ta participation. Et n'hésite pas à revenir, n'hésite pas à revenir avant la fin de la session s'il y a d'autres choses que tu veux partager. Bah, il n'y a pas de problème, je serai là. Super. Alors, nous allons passer à Oumar. Si Oumar est prêt, on lui donne la main. Bonjour Omar. Oui, allô? Yeah. Bonjour à tous. Bonjour Clara. Bonjour. Ça va? Comment tu vas? Cool. Ouais, moi j'avais une petite question pour toi aujourd'hui. Tout d'abord, félicitations déjà pour le parcours. Voilà, c'est vraiment inspirant, je pense, pour les jeunes. Et la question serait aujourd'hui, en fait, de quoi a besoin le rap sénégalais pour mieux s'exporter? Aujourd'hui, on a vu récemment avec le petit phénomène qu'on a aujourd'hui de la team Akatsuki. Du coup, quel a été en fait le facteur clé de succès et quelles sont les projections justement pour mieux exporter le rap en fait sénégalais, si je peux dire ça comme ça? Yeah. Bon, merci d'abord. Lui, c'est un jeune qui m'a vu galérer pendant qu'on était artiste. Yeah. À l'ancienne. Hein. Ouais. C'était compliqué et tout, voilà, mais ils y ont toujours cru. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas, moi, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas une sauce spéciale. Il n'y a pas une sauce spéciale. Mais ce qu'il y a de plus important, c'est de l'énergie. La musique, c'est de l'énergie. D'accord. La musique, c'est de l'énergie. C'est l'énergie que tu dégages aujourd'hui que les gens reçoivent et qui les marque. Soit qui les marque, soit qui les choque. D'accord? C'est soit tu marques une personne, soit tu la choques. Maintenant, l'énergie aujourd'hui qu'on a eue, on nous a toujours dit que pour s'exporter, ouais, il faut faire tel type de musique, il faut faire utiliser tels instruments, il faut utiliser tel. Ouais. Mais, en plus de 30 ans, on a essayé, hein, on a essayé plusieurs systèmes. On a mis des tamas dans nos trucs, on a mis des instruments sénégalais, on a tout tenté, quoi. Certains ont marché, d'autres n'ont pas marché. Aujourd'hui, nous, ce qu'on a réalisé,
c'était pas vraiment quelque chose qu'on a calculé ni quoi que ce soit. C'était juste, ça a accroché à tout le monde, quoi. Ça a accroché. Et si aujourd'hui de grands rappeurs comme Booba valident cette chose-là, c'est parce que lui, il s'est retrouvé dedans. Il s'est retrouvé dans cette faim de conquérir, dans cette envie de donner de soi, tout ça, quoi. Donc, voilà. Et pour rester constant, il faut continuer à travailler, prendre la même lancée, avoir des perspectives, s'ouvrir aux propositions. Voilà, c'est ça, quoi. Et ça va avancer. D'accord. Yeah. En tout cas, on est très fiers, en tout cas. Et voilà, c'est beaucoup plus de fierté pour les Sénégalais, pour les jeunes. Ça donne aussi, je pense que ça inspire pas mal de jeunes aussi à être dans cette même lancée. Et aujourd'hui, en tout cas, aussi, l'autre question que j'aurais, si le temps nous le permet, c'est par rapport justement à ce son-là qui a cartonné. Quelles sont les perspectives sur le tournage, le clip, en fait? Est-ce que déjà vous prévoyez de le faire? Et si vous prévoyez de le faire, en fait, est-ce que voilà, la qualité audiovisuelle, enfin plutôt visuelle, va suivre, en fait? Bon, écoute, comme je dis, il faut toujours être prêt. Il faut être préparé. C'est-à-dire, le clip, il est prêt depuis. Le clip est prêt depuis, c'est juste, on est sur des négociations pour aujourd'hui plus d'impact. On est juste sur des négociations pour plus d'impact, mais le clip, il est prêt. Restez connectés, vous aurez ça très, très, très vite. Les choses se forment, les choses se font actuellement. Et comme tu as dit, il faut que ce soit à la hauteur aujourd'hui, le clip soit à la hauteur aujourd'hui du son. Exactement. On ne peut pas créer un son qui est aussi viral et mettre un clip qui ne sera pas à la hauteur. Donc, vous allez en juger vous-même. Vous allez en juger vous-même. Tout est prêt. La communication est prête. La vidéo est prête. Les canaux sont déjà déterminés. Et donc, vous verrez prochainement comment ça va se faire, quoi. Mais le secret, c'est d'être prêt, quoi. Prêt à l'avance. Prendre l'avance surtout. Merci pour l'information. Je pense qu'on est en première ligne. Exclusif. Une telle information. N'hésitez surtout pas. Merci Omar pour avoir fait ressortir cette information. Et demain, n'hésitez pas à bombarder les réseaux sociaux, quoi. On a été les premiers à Startup Brain Dakar à avoir l'information. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions sur le canal ou bien il n'y a pas de personnes qui veulent prendre la main, nous sommes arrivés au bout de cette session. Je remercie tout un chacun pour vraiment sa disponibilité. Merci aux speakers d'avoir pris du temps pour nous, pour partager vraiment toutes ces péripéties-là. Il a commencé de très loin, il est aujourd'hui là où il est parce qu'il y a cru, il a travaillé et il va continuer à se battre et à continuer à nous inspirer. Pour la suite des événements à Startup Brain Dakar, ce n'est juste un début. Nous allons avoir plusieurs sessions qui vont arriver avec d'autres entrepreneurs qui ont eu aussi des parcours aussi formidables que celui de François. Ce sera des événements en ligne comme des événements virtuels, suivant bien sûr la situation avec la COVID qu'on a actuellement. Mais nous espérons que vous serez plus nombreux, car l'objectif aujourd'hui, encore une fois, c'est de bâtir une communauté où on pourra éduquer, inspirer et connecter d'autres jeunes, d'autres entrepreneurs qui veulent que la chose tourne. Donc, vraiment, c'est d'avoir une famille où on peut avoir un soutien quand on va aller beaucoup plus loin dans ce monde qui est très dur qu'est l'entrepreneuriat. Donc, une autre session avec François. Je pense qu'il faut laisser le temps. On a plein d'entrepreneurs qui ont des histoires extraordinaires à raconter. Je pense que, ouais. Mais il reviendra. Il reviendra. François, je peux vous le dire, il reviendra. On va l'avoir sous un autre format, sous un autre événement. Mais il reviendra, vu que c'est une demande, on l'a. Et j'espère que les autres membres de Nego seront là. Ah ben oui, ce sera un truc extraordinaire. Donc, nous vous remercions tous. Merci pour votre patience. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. Faites passer le mot. Continuez à vous battre, d'être ce que vous êtes
d'inspirer d'autres personnes autour de vous, car vous n'êtes peut-être pas des François, vous n'êtes peut-être pas des Alain, vous n'êtes peut-être pas des Oumar, mais vous êtes quelqu'un dans votre communauté et le juste fait d'être là impacte énormément sur votre communauté. Donc, merci à tout le monde et passez une bonne soirée. À la prochaine. Merci. Au revoir. Peace. Peace.